3 janvier 2026, 2h01, Caracas. 10 millions de personnes dorment et personne ne voit ce qui s'aligne dans le noir. À cet instant précis, l'opération américaine a déjà commencé. Dans les heures qui suivent, Nicolás Maduro et son épouse, Cilia Flores, sont capturés à Caracas, puis exfiltrés vers un navire américain en mer. Le nom de code circule vite. Opération Absolute Resolve. La question n'est pas comment ils ont osé. La question, c'est comment ils ont rendu ça possible. Maduro ne le sait pas, mais le compte à rebours est déjà lancé. La veille, le 2 janvier, il reçoit l'envoyé spécial de Pékin pour l'Amérique latine. Un message de solidarité, un signal politique. La Chine est avec lui. 3 semaines plus tôt, le 11 décembre, il a Vladimir Poutine au téléphone. Le Kremlin réaffirme son soutien catégorique. La Russie est avec lui. Sur le papier, le Venezuela est hérissé de défense. Des missiles solaires russes, S-300, des radars chinois, des drones iraniens et des milliers de missiles portables entre les mains de soldats. Maduro se croit intouchable. Il a tort. Parce que pendant que les caméras filment les poignées de main, quelqu'un, quelque part, fait déjà tourner la répétition générale. Et la vraie question devient simple. Qui, autour de lui, va craquer en premier? Tout commence des mois avant le premier tir. Dès août 2025, une petite équipe de la CIA est sur le terrain. Invisible, patiente. Leur obsession, le pattern of life, la routine exacte de Maduro. Horaire, trajet, garde, accès, porte, pièce de repli. Ils ont un atout, quelqu'un à l'intérieur, un informateur dans le cercle de Maduro. Chaque soir, des informations remontent. Chaque semaine, le portrait se précise. Pendant ce temps, aux États-Unis, les opérateurs d'élite répètent sur une réplique du site. Pas une maquette, une reproduction grandeur nature. Chaque angle, chaque couloir, chaque seconde. On entend le détail dans les récits de préparation, le bruit sec des bottes, le claquement des portes, le froissement des cartes sur la table. Toujours les mêmes gestes, jusqu'à l'obsession. Le but est simple, arriver, frapper, repartir, avant que le pays comprenne ce qui se passe. Et quand tout est prêt, il reste une variable qui ne pardonne pas, la météo. Selon le chef d'état-major interarmé, l'ordre final part à 22h46, heure de la côte Est. Ils attendent moins de couverture nuageuse, voire frapper. Laissez la nuit travailler pour eux, pas contre eux. Le feu vert est donné, et à partir de là, plus personne ne peut ralentir la machine. Pour atteindre Caracas, il faut traverser une défense aérienne conçue pour rendre l'opération impossible. S-300 russes, radars chinois, drones iraniens, un filet censé faire payer chaque mètre de ciel. Mais cette nuit-là, quelque chose se dérègle. Les jets américains surgissent, selon plusieurs récits médiatiques et des responsables cités après l'opération. Le jeu est brutal. Si un opérateur vénézuélien allume son radar, un missile américain remonte le signal jusqu'à sa source. S'il l'éteint, il devient aveugle. On imagine l'écran qui clignote, puis le choix impossible. Un par un, les radars s'éteignent. Les batteries de missiles sont détruites. Les bases aériennes neutralisées. Les chiffres donnent l'échelle, plus de 150 aéronefs et une mobilisation depuis des bases et des navires. Chasseurs, drones, bombardiers, une présence pensée pour couvrir tous les scénarios. En quelques minutes, le ciel du Venezuela bascule. Le chaos n'est pas le but. Le chaos est le rideau. Et derrière ce rideau, 9 hélicoptères foncent déjà vers la capitale. La seule question, est-ce que quelqu'un va les voir à temps? Les hélicoptères arrivent à main sur Caracas, au cœur de la nuit. Approche très basse au-dessus de l'eau, autour de 75 mètres. Lunettes de vision nocturne. Un câble, un relief, une seconde d'erreur et tout s'arrête. 2h01, heure locale. Arrivés sur site. Dès les premières secondes, ils essuient des tirs. Un hélicoptère est touché, mais reste capable de voler. Les forces entrent avec du matériel prévu pour des portes en acier, explosifs.
Le combat est bref, mais brutal. La garde présidentielle riposte. Des conseillers militaires cubains, présents depuis des années, se battent jusqu'au bout. 32 d'entre eux mourront cette nuit-là, et Cuba déclarera 2 jours de deuil national. Au total, selon les estimations rapportées après le raid, entre 40 et 100 personnes sont tuées dans l'assaut. Soldats vénézuéliens, cubains et des civils pris dans les frappes. Et au milieu de ce déferlement, il y a la scène qui résume tout. Maduro tente de rejoindre une safe room, un refuge blindé en acier. S'il atteint cette porte, tout devient infiniment plus compliqué. Mais il n'y arrive pas. Trump le dira plus tard. Il essayait d'atteindre un endroit sûr, tout en acier. Mais nos gars étaient pas trop rapides. Quelques instants plus tard, Maduro et Cilia Flores sont plaqués au sol, menottés. Ce n'est pas une négociation, c'est une saisie. Et maintenant, il reste l'étape la plus dangereuse, sortir vivant avec la cible. Capturer est une chose, sortir en est une autre. Les hélicoptères décollent avec leur cargaison humaine. Direction nord, au-dessus des Caraïbes. Air salé. Vibration dans la cabine. Casque collé aux oreilles. Les voix sont courtes, hachées, comme si chaque mot coûtait une seconde. Premier arrêt, l'USS Iwo Jima. Transfert, identification. Deuxième arrêt, Guantanamo Bay. Traitement, préparation. Destination finale, New York. Un hélicoptère atterrit à Manhattan. Un convoi traverse la ville. Direction, le centre de détention de Brooklyn. L'homme qui défiait les États-Unis depuis 13 ans va dormir dans une cellule américaine. Mais à ce stade, la capture n'est plus l'événement. L'événement, c'est ce que le monde va oser faire après. Au matin du 3 janvier, la nouvelle fait le tour de la planète. À Moscou, le ministère des Affaires étrangères exige la libération immédiate de Maduro. Mais derrière les communiqués, il n'y a pas de riposte concrète. De la posture et le silence. À Pékin, le gouvernement se dit profondément choqué et dénonce une utilisation flagrante de la force contre un État souverain. Là encore, des mots, rien de plus. À La Havane, la colère est immédiate. Le président cubain parle de terrorisme d'État. 32 Cubains sont morts dans la nuit. 2 jours de deuil national. Et dans les couloirs du pouvoir, une question plane. Sommes-nous les prochains ? Rubio répondra quelques jours plus tard « Si je vivais à La Havane et que je faisais partie du gouvernement, je serais un peu inquiet. » En Amérique latine, plusieurs gouvernements condamnent une violation du droit international. Le Brésil, le Mexique, le Chili, la Colombie. D'autres saluent au contraire un basculement. L'Argentine de Milei, le Salvador de Bukele et l'Équateur qui parle d'un coup porté aux structures narco-chavistes. Le 5 janvier, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit à la demande de la Russie et de la Chine. Le secrétaire général alerte sur un précédent dangereux. Le représentant américain répond « Ce n'était pas une agression militaire, c'était une opération de police pour arrêter un fugitif inculpé. » Et à ce moment-là, la question devient globale. Si cette logique s'impose, qui sera le prochain ? 5 janvier 2026. Manhattan. Maduro comparaît devant un tribunal fédéral. Accusation de narcoterrorisme, trafic de cocaïne, conspiration. Il plaide non coupable. Le juge ordonne son maintien en détention jusqu'au 17 mars. À Caracas, le vide est immédiat. Une ville silencieuse. Magasins fermés, rues désertes. La vice-présidente Delcy Rodriguez prend les rênes. 7 jours de deuil national sont décrétés pour les soldats tombés. Trump déclare que les États-Unis sont désormais en charge du Venezuela. Et le message dépasse Caracas. C'est la plus grande opération militaire américaine en Amérique latine depuis l'invasion du Panama en 1989, depuis la capture de Noriega. Dans la nuit, ce n'est pas seulement un homme qui tombe, c'est une idée qui se répand, qu'un chef d'État peut être atteint, qu'une capitale peut être percée, que même des alliés puissants, Russie,
Chine, Iran ne peuvent rien faire quand l'Amérique décide d'agir. Les missiles russes n'ont pas suffi. Les radars chinois n'ont pas suffi. Les drones iraniens n'ont pas suffi. Personne n'est hors de portée. La vraie question, maintenant, c'est simple. Qui va tenter de prouver le contraire ?